Aujourd'hui, on est là en fait pour commencer un cycle sur la libre évolution. Donc, je vais juste vous rappeler en 2 minutes un peu le contexte. On a eu notre université en fait en 2025 qui a mis en lumière un besoin partagé par beaucoup d'entre vous, celui de confronter vos pratiques de terrain au nouveau paradigme de la libre évolution. Et c'est pour répondre à cette attente, donc on a décidé, donc au niveau du réseau, de lancer ce cycle dédié à la libre expression de la nature. L'ambition, c'est de vous accompagner dans une montée en compétences collectives. Et l'idée, c'est de vous donner finalement des outils à la fois théoriques ou pratiques dans le cadre de ce cycle et un espace de dialogue pour aborder sereinement finalement cette transition vers moins d'interventionnisme là où c'est pertinent. Et ce cycle, donc, c'est vraiment l'idée d'un espace d'acculturation pour faire de la libre évolution finalement un levier de gestion à part entière. Et donc, lors de notre université, nous avions invité en tant que grand témoin Virginie Maris, donc philosophe de l'environnement et chercheuse au CEF-CNRS. Et pour ce premier rendez-vous vidéo du cycle, pour nous aider finalement à explorer ce changement de paradigme, on l'accueille à nouveau pour qu'elle puisse dérouler sa pensée et qu'elle puisse la partager avec finalement un plus grand nombre de gestionnaires, car il y en a certains qui ont participé à l'université aujourd'hui, mais certains n'étaient pas présents. Bon, je vais pas aller au niveau de sa pensée, mais elle va nous parler de réensauvagement, voilà, bien expliquer que c'est pas un abandon de gestion, que c'est une nouvelle manière finalement de concevoir l'autonomie du vivant. Pour que ce moment soit le plus riche possible, il y a un temps d'échange, bien sûr, qui est prévu à la suite de l'intervention de Virginie Maris. N'hésitez pas dès maintenant et tout au long de la présentation à poser vos questions dans le chat. On les reprendra lors de la discussion finale. Donc, c'est Sandrine Albeden, donc la chef du pôle à l'agence, qui va gérer ce temps d'animation. Et vous aurez également la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre la parole directement en fin de séance pendant ce temps d'échange pour partager vos témoignages ou interpeller Virginie Maris. Virginie, donc je vais te laisser la parole, je vais partager ton intervention et puis comme ça tu vas pouvoir nous guider dans cette recomposition finalement de notre rapport à la nature. On va d'abord un petit peu balayer la diversité des initiatives qui se revendiquent du réensauvagement et puis passer peut-être un peu plus de temps sur à la fois les critiques qu'on peut produire, soit qui sont produites, soit qu'on peut imaginer construire, et puis éventuellement les réponses à ces critiques avant de redéfinir un petit peu le réensauvagement ou en tout cas retravailler ce réensauvagement comme recomposition. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Bon, j'imagine que malheureusement, vous êtes toutes et tous bien lucide sur le caractère relativement catastrophique de la situation actuelle du vivant et de notre relation au vivant, qu'il s'agisse d'extinction d'espèces, mais aussi de défaunation, ce qu'on appelle la défaunation, de disparition de la faune sauvage, ou de manière plus diffuse de dégradation des milieux par la pollution, la fragmentation, etc., etc. Dans ce panorama assez sombre, on peut passer à la diapo suivante. J'ai l'impression que le monde de la conservation se trouve confronté à une situation qui n'est pas foncièrement nouvelle, mais qui est perçue de façon nouvelle. Qui est finalement l'ampleur et la rapidité des changements climatiques et au-delà de ce qu'on appelle les changements globaux. Donc, on considère souvent aujourd'hui qu'on est rentré dans l'Anthropocène, ce serait une période quasi géologique caractérisée par l'influence globale des activités humaines, du fin fond des océans aux confins de l'atmosphère. Tu es encore avec nous, Guenel? C'est la diapo suivante, si tu arrives à la passer. Et face à ce caractère global des influences humaines, je dirais que le monde de la conservation et les traditions un peu de la conservation se trouvent mises à défi pour deux raisons. La première, c'est justement cette omniprésence des influences humaines qui ont rendu de moins en moins lisible
toute référence au naturel, à la naturalité, toute distinction entre ce qui relèverait du fonctionnement normal des écosystèmes et ce qui fonctionnerait d'une dynamique dégradée ou perturbée, d'une part. Donc, cette indistinction de plus en plus grande entre ce qui relève de notre influence directe et ce qui serait considéré comme le fonctionnement naturel des systèmes. Et puis, la rapidité des changements globaux, rapidité qui nous oblige, et c'est pour ça que j'ai mis cet exemple des mésanges charbonnières qui sont bien étudiées, notamment par Anne Charmentier dans mon laboratoire, le CEF. Rapidité qui nous oblige finalement à bousculer un petit peu nos habitudes. J'ai utilisé les mésanges qui sont un exemple bien connu et bien étudié de désynchronisation entre les adaptations au changement climatique. On a finalement la ponte des œufs de mésanges qui reste fixée chronologiquement par la durée du jour. Et puis, par contre, la phalène, un des papillons, en tout cas une des larves dont se nourrissent abondamment les jeunes des mésanges, a anticipé son éclosion pour la faire matcher, entre guillemets, pour la faire coïncider avec le débourrage printanier des arbres, des feuilles dont ils se nourrissent. Et donc, comme ça, on voit que effectivement, le vivant est réactif, le vivant s'adapte à ces changements, mais dans un cycle aussi simple, entre guillemets, que un arbre, un papillon et un oiseau, eh bien, chaque espèce a des capacités d'ajustement différentes, et puis on se retrouve avec un pic de présence de la larve de phalène, de la chenille de phalène, qui ne coïncide plus avec le moment crucial de nourrissage des poussins. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est simplement pour dire que par rapport à une certaine habitude, et notamment par rapport à ce terme même de conservation qui pouvait avoir quelque chose de stabilisant et de rassurant, à savoir qu'au moins là où le monde naturel n'est pas trop dégradé, là où la biodiversité est dans un état satisfaisant, eh bien conservons ce que l'on a. Donc toute cette approche à la fois patrimoniale et ciblés sur la biodiversité qui font l'histoire de la conservation. Il ne s'agit pas d'en faire table rase, loin de là, mais il s'agit de signaler qu'ils sont finalement un petit peu traversés par des tensions et par des besoins de redéfinition. J'ai envie d'ajouter à cela que cette nécessité de élargir ou assouplir l'idée qu'on peut se faire de la conservation devient d'autant plus urgente que au-delà de la conservation des milieux, des espèces ou des dynamiques qui sont en bon état, entre guillemets, et qui nécessitent attention et soins, on pourrait admettre assez facilement que il y a un besoin d'aller au-delà et de regagner, de réparer. C'est un petit peu le sens aussi de ces grandes directives sur la restauration des milieux naturels qui viennent de l'Europe, qui vont progressivement être internalisées au niveau français. C'est-à-dire finalement, on ne peut pas, peut-être, il serait insuffisant de s'en tenir à la conservation de ce qui est encore en bon état. Il faut aussi avoir des projets, des ambitions de regain. Alors, je n'aime pas du tout le terme de reconquête, qui est celui qui a donné son titre à la loi biodiversité en 2016, mais en tout cas de regagner des espaces satisfaisants en termes de biodiversité ou de naturalité. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Et dans ce paysage un petit peu qui vient on va dire, ajouter, compléter, reformaliser les habitudes de la conservation, on a un ensemble de termes que l'on retrouve dans la littérature et dans les documents de gestion aussi petit à petit, comme renaturation, naturalité, rewilding, libre évolution, passive rewilding, etc. Et moi qui travaille en philosophie de l'environnement et qui m'intéresse aux relations à la nature, je suis évidemment très intéressée par cette ébullition un petit
peu de nouvelles approches, ou en tout cas de nouveaux labels pour désigner la façon dont on entend se mettre en relation et entretenir les milieux naturels et les espèces sauvages, avec cette question qui était un peu le titre de ma présentation. Est-ce qu'il s'agit de mots valises, de buzzwords, de nouvelles modes, parce qu'on a envie d'avoir l'air moderne et de renommer autrement ce que l'on fait déjà très bien depuis longtemps, ou est-ce que ça bouge quelque chose? Donc, on passe à la diapo suivante, et ma thèse, ma proposition, c'est que ça pourrait bouger quelque chose, et tant qu'à ce que ça bouge quelque chose, il faudrait que ça le bouge dans le bon sens. Et c'est un petit peu ça disons que la petite promenade que je vous invite à faire avec moi, c'est d'essayer de prendre un sentier qui nous permette de voir comment investir cette idée de réensauvagement et de libre évolution d'une façon qui soit, pour le dire un peu sous forme de slogan, à la fois écologiquement satisfaisante et politiquement désirable. Donc, ce grand terme qu'on peut pour l'instant considérer un petit peu comme un mot valise, tant sa définition est floue, de réensauvagement, je vais essayer rapidement de montrer qu'il recouvre une grande diversité de propositions. D'abord parce qu'il peut cibler des choses très différentes. Parfois, on va évoquer les notions de réensauvagement ou des notions proches pour désigner l'importance ou cibler certaines trucs, certaines choses en particulier. Et ça peut être des entités comme des populations, par exemple. C'est ce qui va se passer quand on fait des réintroductions ou des renforcements de population, où là, ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on parle d'une approche compositionnaliste, c'est redonner une dynamique sauvage à une population identifiée. Parfois, ouais, il y a quelqu'un qui a son micro qui dit ouais, c'est pas moi. Parfois, ce qui est la cible du réensauvagement, je pense pour tout le monde, c'est bien si vous éteignez vos micros parce que, en tout cas, voilà, je laisse ceux qui ont les micros ouverts les fermer. Pour ce qui est des autres cibles possibles, parfois on ne vise pas, par exemple, à réintroduire ou restaurer une espèce sauvage qu'on considère comme présente à l'état naturel, par exemple, historiquement présente sur un site, mais on vise plutôt des processus. C'est par exemple ce que j'ai mis en photo là avec un reméandrage de cours d'eau, où l'enjeu n'est pas tant la composition du milieu auquel on s'intéresse, mais des processus, par exemple, le mot m'échappe, de flux sédimentaires, de circulation des flux des sédiments ou de migration d'espèces, etc., etc. Et puis enfin, et c'est pour ça qu'on parle plutôt d'approche fonctionnaliste, et donc là, quelque part, on pourrait se dire que peu importe la composition, peu importe les espèces, ce qu'on veut, c'est reproduire certains processus. Et puis enfin, parfois, ce qu'on vise, et c'est une rhétorique qu'on voit émerger en particulier pour faire face au changement climatique, eh bien, ce sont des potentialités. Il ne s'agit pas de dire qu'on veut des populations sauvages, il ne s'agit pas qu'on veut des processus naturels, mais il s'agit de dire on veut finalement réactiver ou donner l'opportunité de l'expression naturelle ou sauvage de processus d'adaptation. C'est ce qu'on peut faire, par exemple, quand on fait du flux de gènes assisté, en essayant finalement de donner des coups de pouce au processus d'adaptation de certaines populations à des changements globaux, et en particulier, c'est ce qui intéresse beaucoup actuellement, c'est les changements climatiques. Donc d'abord,
On peut parler de réensauvagement pour cibler des choses très différentes. On peut cibler des populations, des espèces, on peut cibler des processus, ou on peut cibler plus largement des potentialités. On passe à la diapo suivante. Ensuite, toujours dans cette espèce de petit panorama du réensauvagement, quand on dit réensauvagement, dans réensauvagement, il y a ré, donc il y a cette espèce de référence à quelque chose qu'on voudrait retrouver. Et ce préfixe de ré, re, invite à se questionner sur les références temporelles qui sont visées. Quel est donc ce sauvage qu'on voudrait retrouver quand on parle de réensauvager? Et là, on peut passer directement à la diapo suivante. Je dirais qu'en fonction des projets qui se réclament du réensauvagement ou de concepts proches, on balaye toute la gamme des références temporelles, des plus anciennes, et on peut penser à certains projets qui peuvent sembler, en tout cas pas des projets, mais oui, même des projets et des propositions qui évoquent la possibilité, par exemple, de restaurer des écosystèmes du Pléistocène, par exemple, en transférant de la mégafaune africaine aux États-Unis pour retrouver les dynamiques de mégafaune des grandes plaines américaines du Pléistocène aux États-Unis. Donc, on peut viser des horizons très, très, très lointains dans le passé, ce qui est assez rare et un petit peu, enfin, je ne veux pas dire anecdotique, j'y reviendrai, mais en tout cas, peut-être voilà, très spectaculaire. Souvent, on a quand même en tête des paysages avant l'impact massif de la domestication et du pâturage. Domestication, pâturage et on va dire transformation massive des milieux forestiers. Donc on peut imaginer moins 10 000 ans, moins 6 000 ans si on intensifie. Dans le contexte insulaire, c'est très souvent la colonisation humaine qui sert de marqueur pour finalement le type de milieu qui serait considéré comme un milieu sauvage. Et puis, de façon beaucoup plus récente, on a l'extirpation des grands prédateurs sur les 200-250 dernières années, qui fait souvent point de référence, notamment dans certains grands projets, en tout cas dans certains projets charismatiques de réensauvagement par la réintroduction des prédateurs et des réintroductions ou renforcements. Et puis enfin, ce qui nous intéresse, il y a plein de projets qui s'affranchissent de toute référence au passé et qui considèrent que réensauvager, le préfixe en question, ne fait pas référence à un point d'un état passé des écosystèmes, mais plutôt d'une dynamique passée des écosystèmes, et qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière. Et d'ailleurs, jamais il ne s'agit de revenir en arrière, il s'agit plutôt d'utiliser des références passées pour s'informer, pour se guider, pour servir d'horizon. Mais en tout cas, il y a des projets, ça peut être le cas des projets dont on discute en libre évolution, qui partent vraiment de l'existant. Et dans le cas forestier, on peut imaginer un projet de libre évolution qui partirait d'une plantation, par exemple, et qui dirait, à partir de maintenant, on laisse faire, on regarde quelles sont les dynamiques de recolonisation, de succession qui sont en place, sans intervention. On a aussi toute une rhétorique autour des novel écosystèmes. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous est familière, qui se discute plus dans la littérature anglo-saxonne et qui insiste sur finalement la vitalité et l'importance qu'il pourrait y avoir d'un point de vue à la fois évolutif et en termes de services écosystémiques à ne pas discréditer et ne pas systématiquement dévaluer ce qu'ils appellent les novel écosystèmes, à savoir les écosystèmes issus de l'abandon d'usages humains assez intensifs. On peut penser tout particulièrement aux friches agricoles et forestières, qui sont souvent des écosystèmes caractérisés par une composition spécifique complètement inattendue par rapport au fonctionnement normal des écosystèmes, avec beaucoup d'espèces exotiques, avec de la féralisation d'espèces anciennement domestiquées, etc., etc. Bref,
les références temporelles vont finalement du plus profond passé jusqu'à l'absence totale de référence temporelle. Et on peut passer à la diapo suivante qu'on va juste survoler parce qu'elle fait que redire ce que je viens d'évoquer. Danlan et ses collègues en 2005 qui proposaient le Pleistocène rewilding en Amérique du Nord. Tous les projets de réintroduction ou de renforcement de grands prédateurs ont plutôt dans le viseur des horizons à 200-300 ans. Et puis, on a tout un travail de valorisation des friches avec notamment Loïs Morel, un collègue avec qui je collabore et dont j'aime beaucoup les travaux, et qui dit, je dis sa citation parce que je la trouve très poétique, hein, que toute friche est la promesse d'une forêt à venir, en fait, et que parfois, plutôt qu'agir, on peut laisser faire, y compris sur des milieux très dégradés. Ensuite, il y a la question du niveau d'intervention, et donc là, on repart dans le sens inverse, finalement, avec la libre évolution qui serait le degré zéro de l'interventionnisme, où on se dit, on prend un milieu là où il en est, et puis on voit ce qui se passe sans intervention. Et cette libre évolution, je pense qu'en tout cas, d'abord, c'est un concept francophone, hein, qui n'a pas d'équivalent direct, et c'est pour ça que, comme moi, je m'intéresse à la littérature internationale, je ne l'isole pas d'un paquet plus gros qui est celui du Ensauvagement, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'a pas d'équivalent direct dans la littérature anglo-américaine. Mais c'est vrai qu'en France, on pense beaucoup la libre évolution sur les milieux forestiers. Et je tenais, avec cette diapo, à montrer que finalement, ça peut s'appliquer à n'importe quel milieu, y compris à des milieux urbains, par exemple, à des friches urbaines. On a toutes sortes de travaux sur la valeur écologique des friches urbaines, et à la fois en termes de refuge, de tram, mais aussi vraiment de fonctionnalité. Et donc, on peut imaginer laisser aller, entre guillemets, les dynamiques naturelles sur une grande diversité de milieux. Ensuite, on a, si on avance un petit peu dans les types d'interventions, on peut avoir des interventions plus conséquentes, et notamment, là, dans l'exemple que je donne sur l'effacement d'ouvrages hydrauliques, des grosses interventions BTP, là, hein, où on a beaucoup de travail, de machinerie, mais qui se font dans un esprit coup de pouce. C'est-à-dire, l'idée, c'est peut-être qu'à un moment, on arrive avec des bulldozers, mais l'enjeu reste quand même d'avoir une intervention ponctuelle qui finalement permet ensuite une réautonomisation des dynamiques du milieu. On peut passer à la diapo suivante. On a tout le cortège des réintroductions et renforcements d'espèces qui peuvent prendre qui peuvent s'inscrire, on va dire, dans des dispositifs d'intervention très variés. Parfois, c'est quasi ponctuel avec, effectivement, on a capture et translocation d'une dizaine d'individus. On l'a fait du parc national des Écrins au parc national du Mercantour, par exemple. On peut avoir des projets ponctuels. Et puis, on a, ça a été le cas, et c'est encore le cas sur les vautours, par exemple, en France, des projets au long cours, avec de l'élevage, avec un suivi très précis de la diversification génétique de la population. Mais dans tous les cas, je pense que parfois ça marche pas, mais en tout cas, dans tous ces projets-là, il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, le projet a marché et la population s'autonomise. Et donc, on n'est pas, en tout cas dans l'esprit, dans une forme d'élevage et de jardinage qui aurait vocation à se maintenir dans le temps. Parfois, il faut longtemps parce que les populations sont devenues tellement, les effectifs sont tellement bas, ou quand on a une disparition totale, ça peut être tellement long de réintroduire qu'on peut avoir des projets qui se mènent sur des décennies parfois. Néanmoins, je pense, je n'ai pas fait de
d'interview directe de chaque porteur de programme. Mais je pense que chaque porteur de programme a quand même dans l'esprit l'idée qu'à un moment donné, en tout cas, le succès de son programme se mesurera à l'aune de l'autonomisation de la population sur laquelle il travaille. On peut passer à la version suivante, à la diapo suivante. Et puis, on a des projets qui sont beaucoup plus chargés et beaucoup plus dépendants technologiquement et biotechnologiquement. Et là, j'en mets deux. Le ROC de Aix, c'est intéressant parce que c'est un projet de dédomestication qui a commencé dans les années 40 avec une idée assez simple qui était finalement par rétrocroisement, on va prendre dans des populations de bovins domestiques ceux qui présentent les traits phénotypiques les plus proches de ce qu'on imagine être le parent sauvage disparu. C'est pour ça Aix, c'est le nom des deux frères qui ont initié ce programme. Et donc, on fait du rétrocroisement, et il y a quelque chose d'assez joli et d'assez poétique finalement. On essaye de retrouver dans l'espèce domestique le parent sauvage. En fait, finalement, c'est une sorte de résurrection à travers des croisements qui vont finalement cibler les traits les plus rustiques et les traits les plus semblables aux parents sauvages. Sauf que le vieux projet des années 40 qui a donné un certain succès, où on a une population d'Europe, entre guillemets, qui, d'un point de vue phénotypique, est assez sauvage, si on peut dire. Mais ce projet-là se poursuit avec une intensification des outils biotechnologiques mis en œuvre, et notamment avec des projets à l'étude actuellement d'édition génomique, où là, quand on a la chance, ou la malchance, ça dépend de quel point de vue on se place, d'avoir encore du matériel génétique, comme on a pu en retrouver sur les mammouths laineux grâce à l'excellente conservation de certaines défenses dans la cryosphère, et bien, il y a des projets qu'on pourrait considérer comme un peu délirants de refaire naître des individus, d'espèces complètement disparues. Ça s'est fait aussi par clonage, etc. Et quand on cherche dans la littérature, sous l'item rewilding, on peut aussi trouver ce genre de projet de résurrection d'espèces, par exemple. Donc, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas besoin d'un gros suspense. À titre personnel, je vais défendre une conception du réensauvagement pour laquelle ce type de projet finalement ne semble pas, des projets satisfaisants, ne semble pas être des projets qui rentrent dans cet intérêt que j'ai et que j'ai envie de partager avec vous pour l'autonomisation des milieux naturels. Et puis, dernière échelle, je l'ai appelée échelle spatiale, mais en fait, accroché à cette question de l'échelle spatiale, il y a aussi l'échelle de la gouvernance. Voilà, ça fait partie des petites corrections que j'avais faites. Il vous reste un auroch et un mammouth. Donc, Edward Wilson n'a rien à voir avec le mammouth laineux. Et le bœuf, qui est une sorte de bœuf vache maraîchine, je ne sais plus quoi, non plus, ça n'a rien à voir avec le roc. On peut avoir des projets qui se revendiquent du réensauvagement à toute petite échelle, comme on peut avoir des propositions très, très, très ambitieuses, et c'est celle de Edward Wilson, par exemple, que de réensauvager la moitié des terres émergées de notre planète. Et donc, selon le type d'échelle en question, ce n'est pas une relation parfaitement symétrique, mais on va avoir une diversité de modes de gouvernance aussi, étant donné que plus on veut porter des projets à très large échelle, plus il va falloir trouver, inventer des modes de gouvernance compatibles avec ces ambitions-là. Donc voilà, on peut avancer dans la... Alors là, un long tunnel, vous allez voir tout ce que je vous épargne, un tunnel qui peut passer très vite. Voilà,
j'ai décidé de ne pas vous parler des sciences du réensauvagement en me disant que peut-être c'était ce qui vous était le plus familier, puis sinon peut-être qu'on aura d'autres occasions, pour me concentrer maintenant sur les critiques et les réponses qu'on peut leur apporter avec une série de 4 critiques. La première, elle émane d'une toute une littérature en philosophie de l'environnement sur ce qu'on a appelé le préservationnisme. Donc, le préservationnisme, c'est ce courant américain qui a donné lieu d'ailleurs au Wilderness Act, qui est un peu leur loi sur les parcs nationaux américaines, et qui se fonde sur une idée de la nature sauvage dans la wilderness. Là, je vous traduis la petite citation qui est dans ce Wilderness Act, qui est un espace de la terre et de la communauté du vivant qui est complètement vierge, non modifié par l'homme, où l'humain lui-même ne vient qu'en visiteur et ne reste pas. Et en fait, tout ça, c'est aussi issu d'un héritage philosophique, on va dire, transcendentaliste, avec des philosophes comme Ralph Waldo Emerson ou comme Henry David Thoreau, qui finalement, dans cette Amérique de la conquête et face à ce 19e siècle de l'emprise du capitalisme et du monde industriel sur des milieux qu'ils imaginaient comme des milieux absolument vierges et merveilleux, spectaculaires, sublime. C'est vraiment cette esthétique du sublime héritée des romantiques qui revient beaucoup. Ont fantasmé finalement un sauvage qui serait le salut de l'humanité, un sauvage qui, à l'image du Jardin d'Éden, nous protégerait de la décadence d'une vie dédiée à l'accumulation de profits et à la matérialité du monde. Et donc, bon, il y a tout un travail un petit peu sur la façon dont cette idéologie du wild et de la wilderness, surtout, travaille la culture américaine. Et ce qu'on pourrait dire de notre point de vue, quand on pense au réensauvagement, d'abord que c'est quelque chose de très américain qui finalement correspond très mal à notre relation au paysage et à la préservation. Néanmoins, je pense qu'il faut l'avoir en tête parce que quand on parle de réensauvagement et quand on mobilise cette notion du sauvage, cette esthétique de la pureté, du sublime, n'est jamais tout à fait loin, et donc il me semble important d'entendre la critique qui a pu en être faite. Et si on passe à la diapo suivante, j'ai envie de signaler que justement le réensauvagement est tout sauf cette sublimation d'une soi-disant sauvageté ou sauvagerie transcendante et qui aurait une valeur par l'absence des êtres humains. L'ensauvagement, et là, on essaye de mobiliser un petit peu les grandes tendances philosophiques, alors que toute l'esthétique de la wilderness, c'est une esthétique de la transcendance, et le romantisme, par exemple, épuisé. Vous aurez en tête, je ne les ai pas remis ici, mais quelques tableaux romantiques, qu'il s'agisse du romantisme allemand ou plus tard du romantisme américain, où c'est tout le temps la montagne, la hauteur. On voit qu'il y a quelque chose qui nous élève vers le ciel et qui est de l'ordre du surhumain, du spectaculaire. L'esthétique du réensauvagement et de l'ensauvagement, là j'ai pris le parti de le désigner comme ça, et qui correspond assez directement à la libre évolution, pour moi, renvoie beaucoup plus à quelque chose d'immanent, d'incarné. J'ai mis ici une prairie parce que c'est vrai qu'on est plutôt dans le non spectaculaire, dans des petites choses qui se passent finalement un peu sous les radars des grands paysages, notamment des grands paysages de haute montagne, et donc qui instancie quelque chose comme une puissance incarnée du vivant en train de se faire, bien plus que comme une sorte de
esthétique idéale et sublime du toujours déjà là, du toujours déjà prêt. Deuxième champ de critique, une critique assez importante, et il me semble, je suis très contente que ce bouquin ait été traduit, et celles et ceux qui s'intéressent, je vous invite vraiment à le commander et à le lire, Le vivant et la révolution. C'est un livre qui montre comment, et en fait il prend le relais de plein d'autres critiques qui le précèdent, mais qui montre comment, de façon à mon avis un petit peu injuste et caricaturale, mais c'est bien de se faire critiquer de façon injuste parce que ça nous permet de renforcer aussi nos propres positions, nos propres arguments. Comment finalement la conservation, et notamment une certaine conservation préservationniste, une préservation des milieux dits sauvages, a pu servir de caution à la destruction généralisée des milieux, et comment l'exploitation des milieux d'une part et leur préservation dans des dispositifs d'aires protégées, et notamment de parcs nationaux d'autre part, sont les deux faces d'une même logique d'extériorité et de consommation des milieux, avec d'un côté voilà, la productivité, l'extractivisme qui détruit, qui dégrade, qui s'approprie, et puis de l'autre, une valorisation, que ce soit touristique, esthétique ou écologique, qui poursuit finalement cette mise au travail des milieux naturels à la faveur des activités productives et du grand capital, on va le dire comme ça pour le dire rapidement. Et dans la littérature écologique et en biologie, la conservation, cette critique fait écho, selon moi, même si les auteurs ne l'évoquent pas directement, à un débat qu'on a appelé le débat land sharing versus land sparing. Est-ce qu'il faut partager les milieux, faire un peu d'agroécologie partout et finalement préserver la biodiversité dans les milieux qui sont déjà les milieux exploités, les milieux productifs, les milieux habités, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il faut séparer la préservation, le sauvage d'un côté, et puis des espaces productifs de l'autre, avec un débat qui est un débat scientifique finalement sur quelle est la plus grande efficacité du point de vue de la biodiversité, et est-ce qu'il vaut mieux intensifier l'usage dans les milieux qu'on utilise pour soulager complètement les pressions dans les milieux qu'on préserve. Donc, si on passe à la diapo suivante, moi j'ai l'impression que dans la proposition de réensauvagement et de libre évolution, on voit se dessiner une réponse qui est mais pourquoi choisir? Partager ou préserver? Pourquoi choisir? Ne faut-il pas, d'une part, penser une cohabitation hospitalière pour le monde sauvage dans les milieux qu'on exploite, dans les milieux qu'on habite, dans les milieux productifs pour l'agriculture, etc. Et il y a plein d'initiatives qui vont dans ce sens, que ce soit sous les termes d'agroécologie, de conservation conviviale. Il y a Paysans de Nature, il y a les fermes, le réseau des fermes sauvages. J'ai un doute, je chercherai, ou peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent mieux ce réseau, notamment dans la Drôme, qui vont essayer de retisser finalement une trame pour le monde sauvage, et une trame réensauvagée dans la matrice productive. Mais néanmoins, si on passe à la diapo suivante, et donc moi je pense qu'effectivement, à chaque fois qu'on peut le faire, et à chaque fois qu'on peut réensauvager la ferme ou réensauvager nos villes, c'est un bénéfice à la fois pour la biodiversité et pour les relations qu'on peut entretenir avec elle. Néanmoins, ce discours du land sharing, justement, du partage des terres et de la cohabitation pacifique et hospitalière entre les activités humaines et le monde vivant, me semble passer à côté de certains problèmes qui résistent à cette cohabitation pacifique. D'abord, le fait que les activités humaines agissent comme un filtre sur le type de cohabitation avec le sauvage qu'on peut
entretenir. On a des espèces, et même à l'intérieur des espèces, on a des populations qui vont être plus ou moins farouches, plus ou moins sensibles au dérangement. Et donc, s'abstenir, enfin, comment dire, considérer qu'on peut se dispenser de préserver certains sites, de préserver certains moments, et qu'il suffit d'être bien intentionné et favorable au monde sauvage dans la façon dont on utilise les milieux, me semble ne pas résoudre entièrement le problème de finalement cette anthropophobie de certaines espèces. Et par ailleurs, en particulier en ce qui concerne la cohabitation entre les prédateurs et les activités d'élevage, mais pas seulement. Il y a des conflits humains non humains qui sont des conflits qu'on pourrait considérer comme quasi irréductibles, et sans une certaine spatialisation des priorités, entre guillemets, il me semble que le risque est grand en ignorant l'irréductibilité de ces conflits, de finir toujours par les résoudre à la faveur des activités humaines. On passe à la critique suivante, une critique qu'on peut retrouver. Alors là, ce n'est pas des critiques contre le réensauvagement, c'est plutôt moi qui cherche dans la littérature des critiques qui pourraient être adressées au réensauvagement. Et il y a une critique féministe, écoféministe très importante, très intéressante que je voulais partager avec vous, qui est la façon dont, dans toute l'histoire judéo-chrétienne, il y a une association entre la nature et la féminité. Et c'est Caroline Merchant, par exemple, dans Reinventing Eden, mais elle a aussi des travaux qui sont traduits en français, comme La mort de la nature, qui est un autre texte, une historienne. Dans Reinventing Eden, elle montre comment vraiment l'histoire même, alors là c'est sur l'histoire biblique, de la féminité et de la naturalité ou du monde sauvage, sont complètement liées l'une à l'autre, et de la même façon que finalement, on peut dire c'est Ève qui, en pactant avec le monde sauvage, en pactant avec le serpent, plonge l'humanité dans la chute originelle. Donc c'est ce pacte initial entre la féminité et le monde sauvage qui va faire peser sur l'histoire de l'humanité ce péché originel et cette double, on va dire, cette double image à la fois de la femme et de la nature, soit comme une femme absolument idéale, vierge, immaculée, intouchable, qui fait directement renvoi à cette idéologie de la wilderness que j'évoquais tout à l'heure, mais qui n'existe pas et qui n'existe jamais, soit au contraire une femme toujours tentatrice, qu'il faut apprivoiser, domestiquer, mettre au travail. Et là, j'ai dit femme et je voulais dire nature. Et finalement, ça montre à quel point ces deux relations de la féminité et de la naturalité sont liées l'une à l'autre dans la conception judéo-chrétienne. Et donc, le point de vue écoféministe, c'est de dire que l'oppression des hommes sur les femmes et l'oppression des humains sur la nature sont deux mouvements jumeaux qui s'entretiennent et qui se renforcent mutuellement. Et par rapport à cette valorisation du monde sauvage, on peut d'une part voir à quel point cette valorisation du monde sauvage, quand elle prend la forme de l'exaltation de la wilderness, eh bien, elle fonctionne par une mise à distance, une extériorité, finalement une autonomisation du monde sauvage qui nie toutes les interdépendances, tous les liens, toutes les vulnérabilités partagées que les humains et leur milieu et les espèces sauvages peuvent avoir en partage, justement. Et puis, il y a aussi quelques textes assez intéressants qui montrent comment, dans l'esprit américain en tout cas, l'expérience de la wilderness et le fait d'aller se promener, il y a quelque chose de quasi initiatique où on part dans les parcs américains avec son sac à dos. C'est aussi très lié à la culture de la chasse et de l'autosuffisance
alimentaire par la chasse, etc., etc., qu'il y a une forme d'exaltation du virilisme dans ces expériences de nature sauvage et dans une certaine idée du sauvage, de la prédation, de la façon de se confronter, de l'humain qui se confronte au milieu naturel, etc. Et donc, il peut y avoir effectivement un registre du réensauvagement qui renvoie comme ça à ces motifs très virilistes et très liés à cette idéologie de la wilderness qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais néanmoins, si on passe à la diapo suivante, on revient un petit peu en arrière, il y a aussi des écoféministes qui vont dire tout au contraire, mais non, nous devons réclamer le sauvage. Si c'est la société, si c'est notamment la société industrielle, la société capitaliste et patriarcale qui a contrainte les femmes, par exemple, à un certain rôle domestique, le rôle du soin, le rôle du monde privé, à une certaine Greta Garde est assez radicale là-dedans, c'est jubilatoire de la lire, même si on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de ses conclusions. Elle dit finalement, le corps de la femme s'est vu atrophié par l'injonction à la domesticité. Il faut être petite, il faut être discrète, il faut être plutôt faible pour ne pas menacer l'ordre établi et le patriarcat. Et elle dit, en fait, c'est dans la nature sauvage, c'est une fois qu'on est complètement libéré de ce carcan que la société patriarcale, dans lequel la société patriarcale nous enferme, qu'on va réinvestir la pleine puissance, y compris de notre corps, de nos capacités de lien, de nos capacités d'observation, de compréhension du monde sauvage, etc. Donc il y a déjà une revalorisation, réinvestissement de ce rapport au sauvage et à la liberté dans une critique écoféministe qui réclame le sauvage, justement, comme un espace où la femme et la féminité peuvent se réinventer en dehors des assignations sociales qui la contraignent. Deuxième forme de revendication du sauvage, du réensauvagement, et là, en l'occurrence, même de la libre évolution dans une modalité écoféministe, c'est de se dire qu'en fait, justement, contrairement à la wilderness, la libre évolution ou le réensauvagement peuvent prendre des formes qui sont des formes non spectaculaires, des formes modestes. J'ai parlé de coup de pouce, de laisser faire, mais le laisser faire, bien souvent, n'est pas une mise à distance, mais au contraire une fine observation. Qu'est-ce que ça fait de transformer, par exemple, sa position d'acteur, de manipulateur, de producteur, en position d'observateur ou d'observatrice? Comment est-ce que dans les travaux, par exemple, de restauration écologique, il peut y avoir une relation très très fine aux soins, à l'attention. On attend chaque année, on regarde ce qui germe pas, on va chercher des banques de graines pas trop loin, adapter, etc. Il y a quelque chose qui peut prendre une modalité, non pas du sublime et de la mise à distance d'un grandiose tout déjà là, mais bien plutôt d'un soin, d'une relation qui rentre complètement dans un registre écoféministe de rapport au monde. Et puis, pour finir, une dernière critique sur laquelle je n'aurai peut-être pas de dernier mot, c'est, si tu passes à la diapo suivante, Gunel. Ah ben mince, non, j'en ai encore une, mais celle-ci, je vais la passer vite. La critique ontologique. Alors, on connaît très bien l'ouvrage Part de la nature et culture de Philippe Descola, et je ne sais pas si, enfin je dis honte d'ailleurs, tout le monde ne le connaît pas très bien, mais en fait le titre est tellement beau et tellement inspirant que souvent on remobilise le titre sans nécessairement avoir lu l'ensemble de ses travaux. Mais c'est vrai que Philippe Descola montre que la distinction qu'on peut faire en Occident, par exemple, entre la culture et la nature, est une distinction tout à fait culturelle, justement, est une distinction qui n'est pas universelle et qui n'est pas universellement partagée, et que la façon de partager le monde entre des êtres qui, là c'est l'article auquel je fais référence, seraient les êtres sauvages et les êtres domestiques, n'est pas un invariant culturel, et qu'on a beaucoup de sociétés et de cultures qui vont départager le monde différemment. Et donc, il y a cette idée que c'est une particularité européenne et
dans la façon dont on reprend souvent les travaux de Descola, même si ce n'est pas exactement ce que lui disait dans Part de la nature et culture, il y a une critique de cette ontologie naturaliste, l'idée qu'en séparant strictement la nature et la culture, ben aussi on assume une hiérarchie, la supériorité de la culture sur la nature, et que c'est un petit peu à la racine des problèmes écologiques que nous vivons actuellement, que de systématiquement dévaloriser, annexer, s'approprier le monde naturel comme s'il n'était que là, étant disponible pour nos usages. Et donc, dans cette ontologie naturaliste, il y aurait un petit peu les racines de notre problème. Et la question qu'on peut se poser quand on parle de réensauvagement, c'est est-ce qu'on ne réinvestit pas cette séparation stricte entre nature et culture? Est-ce que finalement, on ne perd pas tout un travail critique qu'on produit, la sociologie, l'anthropologie, les travaux en anthropologie de la nature sur des cultures non occidentales, pour desserrer les taux du dualisme, si on reprend la formule de Catherine et Raphaël Larère, par exemple. Alors là encore, si on passe à la diapo suivante, j'ai l'impression que dans le réensauvagement, justement, contrairement à une exaltation du sauvage en tant que sauvage, là, on navigue dans des eaux beaucoup plus troubles, et de fait, et peut-être parfois de façon même un peu subie, on ne peut plus trop bien se retrouver dans une séparation stricte entre nature et culture, sauvage et domestique. Une preuve de cela, je l'ai évoqué tout à l'heure sur la libre évolution, c'est qu'on a beaucoup de projets de réensauvagement ou de libre évolution qui peuvent assumer explicitement le fait de démarrer, d'avoir un point zéro qui est un point zéro très largement déterminé par les activités humaines. Donc déjà, on s'est complètement affranchi d'une naturalité originelle. Ce n'est ni le point de départ, ni le point d'arrivée dans beaucoup de projets. Pour aller un peu plus loin, non seulement on peut partir sur des espaces dont on assume qu'ils sont déjà des espaces travaillés, transformés en profondeur par les activités humaines, mais on a aussi des processus de réensauvagement qui vont directement porter sur la féralisation ou la dédomestication. C'est ce qu'on voit avec ce troupeau de Longhorn dans une ferme réensauvagée assez fameuse, parce qu'Isabella Tree a beaucoup communiqué, a écrit 2 très beaux livres là-dessus, où là, carrément, on utilise, entre guillemets, en tout cas, le vecteur du réensauvagement et le vecteur de remise en branle d'une dynamique de pâturage sauvage et d'ouverture de milieux et de mosaïque de milieux se fait par de la dédomestication. Et donc, on a complètement flouté ces distinctions entre le sauvage et le domestique dans de nombreux projets. Et puis, je l'ai évoqué avec le travail de Loïs Morel, cette éloge des friches qui peut tout à fait venir comme une sorte d'antidote à une vision dualiste trop rigide qui chercherait à tout prix à séparer le naturel de l'artificiel, le sauvage du domestique. Donc voilà, dernière critique, la critique qui tue et que nous ne résoudrons pas. En fait, je l'ai peut-être à demi-mot évoqué dans la critique générale de la wilderness par laquelle j'ai commencé. Il y a une critique profonde et qui travaille, je pense qu'il travaille, qu'il doit travailler la conservation dans son ensemble, qui est la critique historique et décoloniale de la wilderness. L'idéologie de la wilderness que j'ai évoquée tout à l'heure, la première erreur ou le premier mensonge sur lequel elle se fonde, c'est l'idée même que les colons découvriraient quelque chose comme une terre vierge. En fait, nulle terre vierge en Amérique, qu'il s'agisse de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord, offerte aux colons, mais une terre déjà et de longue date, habitée, cultivée, un espace géopolitique dans lequel des civilisations entières ont tracé leur chemin. Et il y a un effet effectivement
grande sauvageté, naturalité sur le front ouest, sur le front pionnier ouest, que des auteurs comme Denevan ont identifié comme venant finalement du génocide et de la chute démographique absolument spectaculaire des populations natives dans la foulée de la colonisation, à la fois du fait des déstabilisations, des guerres et des projets génocidaires conscients, mais aussi à la fois liés à des épidémies très intenses qui font qu'on a, je crois, jusqu'à 70% de la population autochtone en Amérique du Nord, enfin, dans les actuels États-Unis, qui a été décimée. Et donc, effectivement, on a des milieux naturels qui ont des traits de grande naturalité, mais tout simplement parce que pendant 200-300 ans, on a eu une chute démographique totalement spectaculaire. Et cette question de la critique coloniale et décoloniale de la wilderness, elle traverse encore aujourd'hui toute la conservation parce que faire du sauvage, il y a deux problèmes dans la façon dont on pourrait imaginer réensauvager la Terre. Un premier problème qui serait celui du déni ou de l'assignation à la sauvageté des populations habitantes. Ça, c'est le problème, on va dire, de la colonisation qui fait comme si soit les autochtones, et que ce soit les aborigènes en Australie ou les nations premières en Amérique du Nord, soit les autochtones sont assimilés au monde sauvage, soit leur existence et leur culture est niée. Mais encore aujourd'hui, on voit comment les projets de conservation et potentiellement des projets de réensauvagement peuvent s'inscrire dans des logiques coloniales ou post-coloniales d'appropriation des terres, d'exclusion des populations locales et des usages locaux sur certaines pratiques traditionnelles, potentiellement vitales, etc. Et donc, disons qu'on a un lourd passé qui doit nous rendre extrêmement précautionneux, extrêmement attentifs à la façon dont on considère la légitimité d'un projet de conservation qui se baserait, par exemple, sur le réensauvagement ou sur la libre évolution. Diapo suivante. Mais tadam, donc voilà, oui, je dis, ah ben non, en fait, dans la nouvelle présentation que vous n'avez pas là, j'avais quand même une réponse à cette non-réponse. Bon, d'abord là, je m'adresse à un réseau de la région sud. C'est assez intéressant de voir comment ce passé colonial et postcolonial de la conservation peut parfois être remobilisé par les ennemis de la conservation, y compris dans des territoires qui ne sont absolument pas des territoires coloniaux. Il y a cette idée, par exemple, sur les parcs nationaux que c'est Paris, ou sur la réglementation environnementale, c'est Bruxelles. On a eu dans des discussions sur un projet de libre évolution dans le Vercors, des motifs qui revenaient, qui étaient « nous sommes les aborigènes du Vercors », parce que une association rachetait un site et ce faisant, ça pouvait faire de la pression foncière et de l'exclusion de pâturage sur des agriculteurs, des éleveurs locaux, etc. Donc, ce motif de la colonisation et de la postcolonisation, il doit servir quand même de guide et de vigilance à la façon dont on imagine la gouvernance, la mise en œuvre, la communication et la participation des publics dans les projets de conservation. Donc voilà, là je vous le mets, évidemment, je n'avais pas l'intention que vous lisiez l'abstract qui doit apparaître tout petit sur vos écrans, mais Dolly Jørgensen, face à cet éclatement du champ de la conservation, du réensauvagement, suggère qu'on abandonne le concept tout simplement parce que c'est un concept qui serait beaucoup trop flou, beaucoup trop polysémique et qui ne serait bon à rien. Et diapo suivante, la proposition que je fais est presque la proposition inverse. C'est finalement cette sous-détermination
des concepts de réensauvagement, naturalité, libre évolution, peut-être qu'il faut les prendre non pas comme des obstacles, mais comme des atouts, en se disant c'est une occasion. Et notamment, c'est une occasion de remettre au milieu des débats et de partager au-delà de la seule profession, entre guillemets, ou du seul petit dialogue entre scientifiques et gestionnaires, des questions fondamentales sur finalement ce qu'on veut faire à des milieux naturels dont nous sommes gestionnaires ou dépositaires, à la fois en remettant en discussion les références temporelles, les niveaux d'intervention, les échelles de gouvernance. Et voilà, je ne sais plus trop du coup ce que j'ai enlevé ou pas, Gunel. En tout cas, il me semble que... oui, donc là, ça ne marche plus du tout dans les titres, excusez-moi. Il me semble que saisir cette question... Non, on peut revenir à celle d'avant. Saisir cette... non, pardon, au milieu, avec les vaches. Voilà. Saisir cette notion de réensauvagement et de libre évolution pour non pas créer une nouvelle mode ou remplacer ce qu'on faisait, mais enrichir la palette des outils de gestion d'une approche qui mette vraiment au cœur de on va dire au cœur de sa philosophie, la reconnaissance de l'agentivité, de l'autonomie, de la puissance des entités naturelles, à la fois des individus, des organismes qui composent des populations, et puis à la fois des milieux eux-mêmes, des écosystèmes, des communautés. Il me semble que ça, c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, n'est pas révolutionnaire. On pourra en revenir dans la discussion sur la façon dont ça traverse, de toute façon, le monde et l'histoire de la conservation dans son ensemble. C'est peut-être pas complètement révolutionnaire, mais en tout cas, il me semble que c'est un outil absolument précieux et indispensable dont on devrait se saisir. Voilà, et je pense que je peux passer à la toute dernière diapo, qui est une petite citation de Thoreau, que j'ai évoquée peut-être comme un des auteurs qui a pu inspirer, dans une certaine mesure, l'idéologie de la wilderness, mais sa pensée est très fine, très inspirante, et lui ne parle pas de wilderness, mais de wildness, avec cette idée que peut-être plus que jamais, la sauvageté, la créativité, la capacité de réponse et de surprise dont sont dépositaires les êtres et les milieux naturels est un atout absolument indispensable pour faire face aux défis qui nous attendent. Voilà, j'espère que j'ai commencé un petit peu en retard, j'ai fini un petit peu en retard. J'espère que c'est correct pour vous. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention contrainte. De toute façon, ceux qui sont partis, je n'ai pas pu me rendre compte. Merci beaucoup, Virginie. Je te laisse ouais. Je veux bien d'abord vous remercier et pour l'invitation, l'attention et puis ces petits retours. Enfin, pour moi, c'est vraiment une grande joie de pouvoir partager ça avec vous. J'ai l'impression, si je devais, je n'ai pas du tout prétention d'en faire le mot de la fin, mais j'ai l'impression que s'il y a quelque chose, vu que tout est encore possible, que les concepts ne sont pas bien stabilisés, que les typologies sont encore en cours de construction, j'ai l'impression que moi, ce que j'aurais aimé qu'il soit retenu de cette présentation et de mon travail en cours, c'est que la libre évolution, justement, on pourrait dire, c'est pas juste ne rien faire, et c'est pas, ça ne concerne pas exclusivement les milieux naturels. Il s'agit pas juste de dire, avant, on mettait des nichoirs et puis on semait des trucs, et puis là, d'un coup, on s'en va, puis on va faire nos petites affaires ailleurs. Et c'est pour ça que la notion de laisser faire, elle est très différente de ne rien faire, parce que quand on dit laisser faire, c'est qu'on laisse quelque chose. Donc, ça veut dire que déjà, il y a de l'agentivité, il y a quelqu'un d'autre qui réagit, il y a une sorte de partenariat qui se met en place et on devient non plus acteur ou spectateur, mais partenaire de
de dynamique, des milieux naturels, des entités naturelles dans ce qui se fait. Et j'ai l'impression que dans les objectifs de la libre évolution, ce qui serait intéressant, justement, c'est de ne pas les penser comme une sorte de voile pudique sur ce qui aurait été des réserves intégrales dans d'autres circonstances, on va dire, réglementaires, mais de se dire la libre évolution, elle a pour enjeu les milieux, nos relations au milieu et nous-mêmes. Et en fait, ce qui se joue dans la libre évolution, c'est une transformation des milieux, oui, mais aussi de la relation qu'on a avec eux et à travers la transformation de cette relation, de nous-mêmes, de ce qu'on est, de comment on se considère comme humain, etc. Et donc, ça revient sur tout ce qui a été dit. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, ça coûte quelque chose de se transformer nous-mêmes. Ça coûte des sciences sociales, je prêche pour ma paroisse, mais ça coûte des dispositifs pédagogiques, scientifiques, qui vont permettre de travailler cette transformation-là. Et puis voilà, la perception des acteurs du territoire, la sensibilisation des gens, je pense que vraiment, à la fois, c'est dur, c'est un défi important à surmonter, mais à la fois, en fait, on n'a pas énormément le choix non plus. C'est-à-dire qu'on voit bien l'impasse et le caractère pathologique de certains types d'usages et de relations et de conceptions à nos milieux naturels. Et donc, finalement, voilà, c'est un défi, mais c'est aussi un levier qui me semble être plutôt stimulant. Et dernier micro-mot, j'aimerais vraiment pas que mon enthousiasme à vous présenter ça soit lu ou perçu comme une décrédibilisation, un discrédit sur des formes plus traditionnelles et plus actives de gestion. J'ai vraiment l'impression que ce dont il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est une diversification des stratégies et pas un remplacement. Je l'ai peut-être dit à plusieurs reprises, mais ça me semble important parce que la libre évolution, ça peut être laisser faire parce qu'on veut laisser faire, mais ça peut aussi être des façons de dire oh, finalement pas le choix, finalement pas important, finalement pas de sous. Et donc voilà, de faire attention de ne pas se tirer dans le pied parce qu'on a aussi des modalités de gestion active qui sont absolument indispensables pour certains milieux, pour certaines espèces. Et je n'ai pas l'intention de jeter le discrédit ou l'opprobre sur ces approches-là. Merci beaucoup.